Victime d'un empoisonnement au thallium, le leader de l'opposition camerounaise, Félix Moumié, a été transféré à l'hôpital. Oppositionsführer Félix Moumié. Félix Moumié est président du parti camerounais clandestin UPC. Le président de l'UPC, Félix Moumié, se trouve entre la vie et la mort. La femme du leader camerounais, Marthe Ekemeyong, est attendue aujourd'hui à Genève. Elle arrive de Conakry, en Guinée, où elle vit en exil. 45 ans après les faits, Marthe Ekemeyong est de retour à Genève. Elle veut revoir la ville où son mari Félix Moumié a été assassiné. Troublée, elle repense à ce jour fatal du 3 novembre 1960. Elle s'attendait au pire en arrivant à l'hôpital cantonal. Elle avait peur, car de nombreux compagnons de route de Moumié avaient déjà été assassinés. Hôpital cantonal de Genève. Rien n'est comme avant. Malgré tout, Marthe essaie de retrouver le service et la chambre où son mari est mort il y a 45 ans. Ici, ça ressemble à la salle d'attente, parce que nous étions assises là. Ça me réveille de mauvais souvenirs, parce que je sais, quand je suis entrée ici, et quand on m'a présenté mon mari, j'ai vu que c'est un corps, c'est un cadavre. Marthe attend le docteur Daniel Pometta, l'un des 4 médecins qui avaient tenté de soigner Moumié en 1960. Vous avez téléphoné, je crois, 2 fois. Je me rappelle que, en raccrochant, je me suis dit, mais Madame Moumié a l'impression qu'on lui cache quelque chose. Quand je suis arrivée, il était là, couché, des yeux fermés, les bras croisés, tout. C'était un mort. Je ne pouvais pas l'appeler. Moumié, Moumié, Moumié. Je ne pouvais pas parce que j'ai vu qu'il est mort. Il ne vivait plus. Quand il est arrivé, il a dit on m'a empoisonné, le thallium a été mélangé à du Pernod, j'ai eu un goût qui était bizarre, je sais que c'est ça. Et à l'époque, on était très désarmés contre le thallium. Quand quelqu'un avait pris du thallium, c'était pratiquement impossible de le sauver, n'est-ce pas? 3 novembre 1960, 19h10. Félix Moumié est mort. L'annonce de l'assassinat du leader de l'opposition camerounaise Félix Moumié fait le tour de la presse mondiale. Ses plus proches collaborateurs, les vice-présidents Ernest Ouandié et Joseph Kingué, arrivent à Genève. On savait qu'un grand homme venait de disparaître et que c'était un coup dur, n'est-ce pas, pour la résistance camerounaise. Lui n'est intéressé que par le combat pour le pouvoir. Il n'accepte aucune élection. Nous nous rendons au sud du Cameroun. Notre destination, la petite ville de Lolodorf, fondée alors que le Cameroun était encore une colonie allemande. C'est ici, en 1947, que Marthe et Félix Moumié se sont rencontrés. Marthe avait 16 ans et suivait une formation d'aide infirmière. Félix Moumié avait 21 ans. Il était médecin et dirigeait l'hôpital de Lolodorf. C'était son premier poste. Il y restera 5 ans. Moi, je ne m'attendais pas à me marier avec un docteur parce que j'aimais beaucoup la musique. Je me suis dit, je vais me marier d'un musicien. D'un musicien. Et ce n'était pas ça qui était prévu divinement. Alors qu'un médecin est arrivé, nous nous sommes mariés. Ce mariage était une entorse à la tradition. Et le père de Marthe y était opposé. Mon père était hostile à ce mariage. Le tribalisme, parce que certains de mes frères cousins m'ont dit que bon, il ne faut pas habiter chez un Bamoun parce que les Bamoun tuent et mangent les gens. Donc ils ont voulu que je l'abandonne. Mais Marthe ne quittera pas Moumié. Elle devient sa compagne de lutte politique, car Moumié est un féroce anticolonialiste. Il revendique l'indépendance du Cameroun. France, pour la police, elle prend la fuite.
C'est une toute autre version que nous donne Maître Vergès, alors avocat de la famille Moumié. Il avait dit à cette jeune personne, ma situation est très grave personnelle, prends ma serviette et mon attaché-caisse et porte-les d'urgence et secrètement à l'ambassade de Conakry à Paris, à l'ambassadeur de ma part. Et il saura quoi faire. Liliane arrive à Paris, mais ce n'est que 2 jours plus tard qu'elle apporte à l'ambassade de Guinée la serviette de Moumié contenant les documents secrets. La police la soupçonne d'avoir laissé photographier les documents par les services secrets français. Ceux-ci auraient aussi prélevé en passant 300 000 francs suisses contenus dans la serviette. De lourdes présomptions pèsent donc sur Liliane. 2 novembre, Liliane quitte Paris, direction la Suisse. Mais les événements se précipitent. À la frontière, Liliane apprend qu'elle est recherchée par la police. Elle panique et commet une tentative de suicide. Elle doit être hospitalisée. Peu après, on annonce à Genève la mort de Moumié. C'était terrible, parce que quand même, elle aimait beaucoup. Elle envisageait de faire un bout de vie avec. Ah, je pense que lui, il en avait parlé, moi, elle ne m'a pas dit, hein, mais elle pensait faire un bout de chemin dans sa vie avec M. Moumié. Marthe et ses amis attendent qu'on leur remette la dépouille de Moumié. On l'a embaumé. C'était un peu l'usage dans tous les pays de l'Est. On suivait le rituel Lénine, Staline. Et on l'a conduit dans un avion spécial, offert par Sékou Touré. Et Jean-Noël, nous l'avions tous accompagné. Marthe, la veuve. Wandier et Kingé, les 2 lieutenants de Moumié. L'arrivée fut organisée par les autorités guinéennes, car Moumié était très connu en Guinée, très aimé, très apprécié. Il était particulièrement lié au président Sékou Touré, dont il fut accueilli comme un grand leader. Liliane se remet vite de sa tentative de suicide. Et la police laisse tomber son enquête car ses soupçons se révèlent sans fondement. Un peu plus tard, Liliane se lancera dans les affaires et deviendra propriétaire d'une clinique pour retraités fortunés. Ebolova, au sud du Cameroun. Nous rendons visite à Marthe. Elle habite en banlieue avec la famille de son frère. Marthe est marquée par la vie. Après la mort de Moumié, c'est un véritable calvaire qui commence. En 1969, elle est déportée en Guinée équatoriale où elle est torturée. Puis, elle est remise aux mains de la police camerounaise. Pendant 5 ans, elle va croupir dans des camps pour prisonniers politiques sans chef d'accusation ni jugement. À sa libération fin 1974, Marthe est une femme brisée, gravement malade, à moitié aveugle, proche de la folie. Marthe est aussi une mère, mais la politique a toujours eu la priorité. Jusqu'à son emprisonnement, elle a milité en faveur du parti, comme Moumié l'avait souhaité. Le lendemain, nous quittons Ebolova. Nous accompagnons Marthe dans un petit village au fond de la brousse, à 1 heure de voiture de la ville. Marthe veut nous montrer le lieu où sa fille Annie est enterrée. Pendant la Grande Répression, il a fallu déplacer et cacher la tombe de son enfant. On n'a même pas toléré une plaque commémorative pour la fillette de Moumié. C'est moi ta maman. Tu m'as quitté, étant jeune, à 18 mois, 1 an et demi. Ton papa est mort aussi. Il est mort pour un travail juste, parce qu'il a aimé son pays. Il a travaillé pour la paix et la justice, pour ses frères. C'est pourquoi il a été assassiné. Nous voici de retour à Ebolova, chez Marthe. Nous aimerions parler avec elle de ses années de prison. Nous savons qu'elle a été battue et maltraitée par la police politique. Mais une fois encore, Marthe n'arrive pas à parler.
Nous nous adressons alors à son frère, qui a été lui aussi arrêté à plusieurs reprises. Et toutes seront victimes de la Main Rouge, un commando de tueurs des services secrets français. Parmi les cibles de Bechtel et de la Main Rouge figuraient aussi Ferhat Abbas, du mouvement de libération algérien FLN, et le journaliste suisse Charles-Henri Favreau. Dans les années 60, le journaliste Charles-Henri Favreau est correspondant en Afrique. Il connaît personnellement Félix Moumié et il a la confiance du FLN. Il survivra à l'attentat de la Main Rouge parce que la bombe qui lui est destinée explosera plus tôt que prévu. Est-ce que la Main Rouge a aussi tué en Suisse? Elle a tué en Suisse, bien sûr. Le cas le plus connu, il y en a eu 3 dans connaissance, mais le cas le plus connu est le cas de Léopold, trafiquant d'armes, tué de manière bizarre par une sarbacane. Léopold fournissait des armes et était donc au service du FLN. Et c'est pour ça qu'il a été liquidé. Des documents de la police fédérale le prouvent. L'assassinat de Félix Moumié aurait pu être évité. En fait, Berne avait mis en garde le chef de la police genevoise, Charles Knecht, contre William Bechtel. Et ce, des mois avant l'attentat sur Moumié. Mais Genève ne bronche pas, car l'agent secret et le chef de la police genevoise sont de vieilles connaissances. La police genevoise a-t-elle seulement toléré les agissements de l'agent Bechtel, ou les services français et suisses sont-ils allés jusqu'à collaborer? L'ancien chef des services secrets français, Maurice Robert, nous répond. Oui, moi j'ai travaillé avec les services suisses pendant un certain temps. La Suisse, c'était un carrefour où se retrouvaient des tas d'espions. Le fait que la Suisse était neutre permettait, je dirais, beaucoup d'excès. Cette collaboration était telle que le chef des services secrets suisses, le procureur général Dubois, fournissait les écoutes de l'ambassade d'Égypte à ses amis français, aux SDEC en personne, installés à l'intérieur de l'ambassade. La justice genevoise a-t-elle peur d'une affaire d'État? Est-ce pour cela qu'elle diffère le procès contre l'assassin de Moumié? Une chose est sûre, ce procès révélerait que la Suisse, pays neutre, soutient les barbouzes français contre les indépendantistes africains. À 4 heures de route au nord de Douala, on entre dans le pays des Bamileke, la province de l'Ouest. Dans aucune autre province, la répression n'a été aussi sanglante, ni aussi brutale. Des villages entiers ont été rayés de la carte. Des milliers de personnes ont disparu. Dans la chefferie de Bamenjou, nous rencontrons Ramo Sokudjou. Ici, tout le monde s'adresse à lui en l'appelant « Sa Majesté le Roi ». Le roi Ramo était un nationaliste engagé et un sympathisant de l'UPC. Il adresse des reproches extrêmement graves à l'ancienne puissance coloniale française, l'accusant de crimes de guerre, voire de génocide. Il y a effectivement eu génocide au Cameroun, précisément dans la Sanaga maritime et dans la province de l'Ouest. Moi, à qui vous adressez, je ne suis pas seulement témoin, mais je suis un rescapé, je suis une victime du génocide. Pourquoi vous parlez de génocide? Il ne s'agit pas de la mort de quelques 3, 4, 5, 6 personnes, mais il s'agit d'une tuerie en masse, où on vient le matin, l'armée sort 30, 50 personnes, et on les vient, on tire sur, on les descend, et puis on prend le corps, on va le jeter quelque part. Au Cameroun, il n'y a jamais eu de génocide. Il y a eu des arrestations, il y a eu certainement des gens qui ont été descendus, c'est certain, hein, mais il n'y a pas eu un génocide de la population, non, sûrement pas. Ça n'a pas concerné des milliers de personnes. En 1956, le jeune Maurice Delaunay est nommé administrateur colonial à Tchang, à l'époque chef-lieu de la province de l'Ouest. La mission du nouvel administrateur, détruire la résistance des Bamileke et briser l'UPC. Aujourd'hui, Maurice Delaunay vit à Cannes, sur la côte d'Azur. Après avoir assumé son mandat d'administrateur, il a longtemps été ambassadeur de France. Il a terminé sa carrière politique comme maire de la ville de Cannes. Il se souvient très bien de l'époque où il était administrateur colonial au Cameroun.
Voilà ma casquette d'administrateur de la France d'Outre-mer. Voilà. Vous voulez que je vous les remette, oui. Voilà. C'était une période qui a été à la fois sympathique par le travail qu'on pouvait faire, mais en même temps, dans cette région,